7h44 sur France Culture. Voici donc la première partie de notre interview. France Culture va plus loin avec vous, Roland Quérol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, directeur de recherche associé au CEVIPOF. On vous doit notamment Voyage au cœur de la Ve République aux éditions Calman-Lévy. Hier, Emmanuel Macron a annoncé exclure l'option d'un gouvernement nouveau Front populaire au nom, dit-il, de la stabilité institutionnelle. On n'arrête pas de dire depuis 2 mois que la situation est absolument inédite. Alors je me suis dit qu'il fallait prendre de la profondeur historique. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité vous inviter, Roland Quérol. Vous êtes un fin observateur de la Ve République. Vous avez consacré plusieurs livres en résumant notamment les différentes étapes de ce que vous avez vu vous-même de ces différents présidents avec qui vous avez eu l'occasion de converser. Et c'est pourquoi j'ai tout simplement envie de vous demander, ce que l'on vit, est-ce inédit? Alors oui, c'est inédit, mais c'est inédit sous la Ve République. On en est à 6 semaines après la fin officielle d'un gouvernement. On n'en a plus qu'un qui expédie les affaires courantes. 6 semaines, ça ne s'est encore jamais vu. C'était monté jusqu'à 38 jours. Et encore, il fallait bien chercher dans les précédents pour en trouver un sous la 4e République. Donc c'est nouveau, inédit sous la 5e. Et inédit sous la République française tout court. Ça n'a jamais duré aussi longtemps, une telle vacance gouvernementale. En même temps, il y a des pays autour de nous, des voisins, de nombreux voisins européens, qui ont l'habitude des périodes longues avant que le chef de l'État, le roi, selon les pays, finissent par désigner un gouvernement après des élections, parce qu'il faut, on peut y revenir, des temps de négociation entre partis politiques pour établir une plateforme gouvernementale. Ça a duré 300 jours, ça nos amis belges. Nos amis belges, ils ont déjà une dizaine de jours, cette fois-ci, en ce moment, d'avance sur nous. On nomme là-bas un formateur pour essayer d'aller à la recherche avec une boussole d'une majorité. Le formateur, il y a 3 jours, dit au roi je renonce, j'y arrive pas. Il va nommer un nouveau formateur et ça va repartir. Donc, géographiquement, c'est moins étonnant que cela en Europe. Et puis, en France, ça peut ressembler aussi quand même à des périodes que nous avons connues de cohabitation, parce que nous savons depuis un certain temps déjà que le Premier ministre qui va être choisi par Emmanuel Macron n'appartiendra pas au camp présidentiel. Il va donc gouverner avec Vous en êtes sûr? Absolument. Pour quelle raison? Mais parce que lui-même a fait le tour. Et il voit bien qu'il a perdu les élections et il voit bien qu'il ne construira pas autour d'une personnalité de son camp présidentiel un gouvernement qui tiendrait la route. Il serait l'objet d'une motion de censure immédiatement. Donc, on va avoir un Premier ministre issu de quelque part dans l'opposition, et donc là, ça commencera à ressembler à des choses que nous avons connues, les cohabitations, Mitterrand-Chirac, Chirac-Jospin, etc. Quand vous faites cette comparaison internationale, Roland Quérol, est-ce que vous vous dites finalement que la France est en train de se normaliser par rapport à certains de nos voisins? C'est-à-dire que je dirais bien ça, sauf que nous avons toujours une spécificité qui empêche que ça soit strictement comparable. Nous sommes les seuls de l'Union européenne à élire nos parlementaires sans la représentation proportionnelle. Tous les autres, c'est à la proportionnelle. Soit intégrale, soit avec une petite barre à 3% ou à 5%, mais c'est la proportionnelle. Les groupes parlementaires sont exactement représentatifs de leur fraction dans le corps électoral. Chacun concourt sous son drapeau, la droite, l'extrême droite, les socialistes, les autres, avec son propre programme, et ça donne des résultats électoraux. Et c'est à ce moment-là seulement qu'on regarde les résultats électoraux et qu'on se dit, bon, ben, il n'y a pas de majorité, commençons à discuter. Et on commence à discuter, non pas d'abord sur un Premier ministre, mais sur un programme qu'on puisse établir en commun, chacun rognant un peu de ses prétentions. Et ils font un programme, en Allemagne, c'est un programme incroyablement complet, qui va dans tous les détails de l'activité gouvernementale. Ça a duré 300 jours chez eux une fois.
Ici, non. Ici, nous avons le fameux système majoritaire à 2 tours, invention historique française, et que peu de pays ont imité dans le monde. Et du coup, on est forcé, les partis politiques sont fondés à faire, avant le deuxième tour, une alliance. Et ils ont une alliance avec un programme d'alliance quand ils arrivent au Parlement. Ils se sentent tenus par ce programme. D'abord, ils diront il faut être fidèle au serment qu'on vient de faire devant les électeurs. Et puis, plus prosaïquement, regardez cette assemblée qui va durer à peu près 1 an. Les députés, ils ont comme vocation d'être réélus. C'est pas en éliminant les alliances qui vous ont permis d'être élus que vous améliorez vos chances. Mais alors, on a tendance à dire que ce système électoral-là, il renforce les positions majoritaires. Alors, normalement, c'est ce qui se passe, parce que ça se passe par circonscription, et donc il y a un effet mécanique. Là, ça n'a pas fonctionné, Roland Quérol. Non, ça n'a pas fonctionné. Ça a donné des résultats qui ressemblent, qui ont le goût de la proportionnelle, qui n'en sont pas, comme une boisson tonique jadis Oui. n'était pas de l'alcool. Et du coup, on se sent un peu bizarre. On sait pas comment gérer la chose. Mais oui, parce que nous avons été habitués à avoir finalement une vie politique bipartisane, Oui. elle est désormais tripartisane. Ça peut fonctionner comme ça. Là aussi, est-ce que ça vous rappelle quelque chose, cette tripartition de notre scène politique? Oui, d'abord, avant de rappeler même, ça se constate quand même de plus en plus fortement. On a vécu l'arrivée de cette tripartition. C'est au fond l'arrivée dans le match gauche-droite, d'abord du macronisme. Ça a été une tripartition. Et puis, il y a eu l'irruption et la force considérable prise progressivement par le Front et le Rassemblement national, qui là aussi, par rapport au parti classique, introduit de la tripartition. On a commencé à avoir, depuis maintenant une dizaine d'années, donc, des réflexes qui ne sont plus les seuls réflexes gauche-droite, mais qui sont des rapports d'aversion, ou de haine, ou de sympathie pour un camp, avec parfois une aversion supérieure pour un autre. Donc il faut classer ces haines, il faut classer ces aversions, avant d'arriver à se demander comment peut-être on pourrait travailler ensemble. Mais c'est pas une logique tout à fait habituelle chez nos cadres politiques. Mais est-ce que vous trouvez ça plausible? Est-ce qu'il peut y avoir des ponts? Parce que hier, Marine Le Pen, par exemple, a dit que Emmanuel Macron aspirait au chaos et qu'il avait le chaos, donc en quelque sorte ce qu'il voulait. Vous faites la moue. Est-ce que l'on peut imaginer dans ce paysage politique-là, avec les uns qui ne souhaitent pas s'allier aux autres, qui même considèrent qu'ils voteront la censure si les autres participent ou soutiennent un gouvernement, est-ce qu'on peut imaginer des coalitions? Il faudra bien. Il faudra bien. C'est pas forcément si important que cela, au point que ce soit urgent. J'entends beaucoup de commentateurs, beaucoup de journalistes dire mais c'est insensé, ça fait 6 semaines que ça dure, le président procrastine, qu'est-ce qu'il fait? Les Français attendent. Les Français sont pas très en attente fébrile d'un Premier ministre. Ils ont beaucoup d'autres chats à fouetter. Puis vous savez, on est un pays qui a voté tellement de lois, mais tellement de lois dans la dernière décennie, qu'on peut respirer un peu. Le pays fonctionne assez bien tout seul. Vous vous souvenez de la fameuse phrase de Pompidou, arrêtez d'emmerder les Français. Au moins là, la politique arrête d'emmerder les Français. Il y a une espèce de petite vacance de la production législative. C'est pas si grave. Ce qui est embêtant, c'est l'arrivée du budget. Oui, j'allais vous en parler. Voilà, c'est l'arrivée du budget. C'est Il arrive difficile. vite, ce budget. Voilà, il arrive le 1er octobre, forcément, sur le bureau de l'Assemblée. Et c'est là que les délais vont commencer à être réduits. Un pays ne peut pas rester sans budget. Encore que, on a inventé cette histoire des services votés et des 12e provisoires. S'il n'y a pas de budget, on reconduit le budget précédent par 12e. Le Premier ministre démissionnaire, la Gabriel Attal, est déjà en train de faire préparer un budget qui serait identique au centime près, ce qui veut dire qu'il bénéficierait pas avec l'inflation, c'est un budget un peu plus restreint à celui de l'année dernière. Vous êtes en train de dire que finalement, nous pourrions demeurer avec ce gouvernement démissionnaire
quelque temps, ça ne poserait pas de problème insurmontable, Roland Quayrol? Je ne le crois pas, je ne le crois pas. Il me semble que l'issue politique, est probable depuis le début, qu'il y a en même temps dans tout ça un théâtre politique très au point, où chacun fait semblant de raconter une histoire. La gauche a réussi à faire semblant de croire qu'elle avait gagné les dernières élections Pourquoi faire législatives. semblant? Pourquoi faire semblant quand on a 28 on ne peut pas dire qu'on a gagné les élections? C'est le Heu, premier groupe. oui, mais depuis quand il est écrit que le fait d'être le premier groupe à 100 sièges de la majorité absolue, ça donnait un droit quelconque. Ça, c'est dans leur tête, mais ils sont arrivés à en imposer une espèce de, comment est-ce qu'on dit, narratif, aujourd'hui. Bon, et les autres, c'est pareil. Si tu bouges, je te censure. Bon, ça va pas se passer exactement comme ça. Nous savons parfaitement que finalement, le président de la République nommera un Premier ministre, que ce sera sûrement quelqu'un qui appartiendra à la grande mouvance du centre droit, et que parce que le Rassemblement national voudra montrer qu'il est raisonnable, qu'il ne censure pas tout de suite, il laissera faire. Ce qui permettra de faire hurler LFI, les communistes, etc., qui diront, regardons, ils gouvernent avec l'assentiment du Rassemblement national. Non, mais ils pourront gouverner avec le regard de spectateur du Rassemblement national. Hier soir, la gauche, Roland Quayrol, a dénoncé le déni du président, après l'annonce donc de l'Élysée, du fait que les partis du nouveau Front populaire ne constitueraient pas le nouveau gouvernement. Eh bien, ceux-ci ont accusé Emmanuel Macron d'abus de pouvoir en expliquant que la rue, le cas échéant, pouvait faire pression sur le président. Qu'en pensez-vous? Bah, je pense d'abord que là, sur ce coup-là, contrairement à la dissolution, par exemple, qui m'a paru ahurissante, sur ce coup-là, je vois pas comment on pourrait ne pas donner raison à Macron. Il a fait un tour de tout le monde et il a constaté que les partis de gauche n'étaient pas candidats à faire une alliance avec qui que ce soit d'autre qu'eux-mêmes, et que ça ne ferait pas une majorité et qu'il serait immédiatement renversé. Il a même dit dans son communiqué d'hier par plus de 350 députés. Donc, à quoi ça sert de continuer des discussions dans ces conditions-là, et réciproquement, pourquoi crier au déni de démocratie quand soi-même, les 4 partis d'union du nouveau Front populaire ont dit que désormais, il n'y avait plus qu'une solution casse-tête et qu'ils ne retourneraient à l'Élysée que si c'était pour discuter des conditions de la nomination de Madame Castex. C'est le dialogue de sourds par excellence. Ça sert probablement pas à grand-chose de continuer ce genre de discussion. Vous venez de dire que la dissolution, son sens vous avait échappé, Roland Quayrol? Largement. J'ai toujours pas compris cet espoir. Je crois que Macron a pensé au soir des européennes où il a vu se distancer, les socialistes avec Glucksmann distancer LFI. Je pense qu'il s'est dit, il y a là un moment de décantation, on va pouvoir sortir les socialistes de l'accord avec LFI et jouer sur une majorité plus large qui pourrait être pérenne. Et il s'est lourdement trompé dans l'analyse parce que, évidemment, le socialiste était en train de passer devant l'autre, mais l'autre a bien récupéré la mise avec cet accord de nouveau Front populaire. Jacques Chirac s'était déjà trompé sur l'opportunité d'une dissolution. Ça, au moins, ça n'est pas inédit. Absolument. Absolument, j'étais très témoin de cela, puisque comme son... Comment Jacques Chirac avait-il fait pour se tromper là aussi lourdement, puisque cela avait abouti, il faut le rappeler aux plus jeunes, à une majorité, cette fois-ci la majorité était claire, une majorité socialiste. Socialiste, oui. Ben, moi, j'étais sondeur en même temps que politologue à l'époque. Nous avions consulté mon institut pour savoir en études qualitatives ce que donnerait une éventuelle dissolution. C'était pas Chirac tout seul, là, hein. C'était Chirac, Villepin, Jospin, Courdeau-Montagne. Et ces 4-là nous ont demandé d'étudier ce que serait la réaction des Français. Pour vous la faire brève, on leur a expliqué très vite, après un premier tour de français, que ça marchait pas, que les gens comprenaient pas, qu'il avait une majorité, qu'il n'y avait aucune raison, que c'était un tripatouillage politique. Ils nous ont dit retourner et ne travailler que sur les électeurs de droite et du centre. C'est cela qui nous intéresse. Seront-ils fidèles? La réponse est revenue la même. Non, ça ne marche pas. Ils ne veulent pas, ils comprennent pas, ils ne marchent pas.
recommencer pour voir quels seraient Oui. les arguments qu'on va vous soumettre qui pourraient les convaincre. Troisième tour de table, rien ne marche, ni les événements français, ni européens. Et à la fin de ces quelques longues heures et journées de travail, Jacques Chirac m'a dit, écoutez, c'est très intéressant tout ce que vous nous dites, mais on va la faire quand même. La politique, c'est quand même de prendre des risques. Ben voilà, donc les risques ont été pris, même si effectivement il y avait un certain nombre d'éléments tangibles pour montrer que cette dissolution ne conduirait pas à la majorité à laquelle Jacques Chirac aspirait. Et pour ce qui concerne Emmanuel Macron, eh bien pour l'instant nous l'ignorons. On va se retrouver dans quelques instants dans la seconde partie de cette entretien. Et oui, une actualité politique fournie en cette rentrée avec une absence de Premier ministre, des portes qui se ferment hier. Semble-t-il, c'est la porte d'une option NFP qui s'est fermée, qu'Emmanuel Macron a décidé de fermer. Roland Quérol, un commentaire, vous qui êtes politologue et qui avez écrit Voyage au cœur de la Ve République, à ce que vient de dire mon camarade Jean Lémarie dans son billet politique sur le fait qu'il y a une volonté évidente d'Emmanuel Macron de temporiser aujourd'hui. Oui, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Jean Lémarie. Il y a le temps, rien n'oblige dans la Constitution à respecter une date quelconque. Le Parlement est en vacances. Il n'y a pas une demande de l'opinion publique extrêmement forte, comme si... J'ai entendu hier sur une grande chaîne de télévision un de mes confrères sondeurs dire qu'il sentait monter une très grande colère des Français contre cette attente vaine d'un Premier ministre. Je crois que ça n'existe pas. Je crois qu'il ne regarde pas bien ses propres données. Il y a plutôt... on attend qu'on regarde le match sans le regarder beaucoup. Chez les électeurs de gauche, Chez les électeurs, il y a de la colère. non, on essaie de créer cette colère en répétant sans arrêt déni démocratique, scandale historique. Bon, enfin, les gens savent bien ce qui s'est passé. La gauche a fait 28%. C'est pas avec 28% qu'on peut entendre gouverner sans faire d'alliance. J'entends bien, Madame Meloni est arrivée au pouvoir dans un système parlementaire avec 26%. Mais elle a trouvé immédiatement des alliés. Le nouveau populaire n'a pas d'alliés et n'en recherche pas. Il n'a pas entamé la moindre discussion avec personne en dehors de lui. Il a désigné Madame Castex et il attend. Non, ce sont encore une fois des narratifs, comme on le dit aujourd'hui, dont les gens savent bien que ça ne marche pas. Ils voient bien que c'est du théâtre. Ils attendent maintenant tranquillement la solution. Vous avez vu, les Français, ils sont quand même formidables. Ils étaient pour le changement. Ils continuent à dire que le changement est un mot qui leur plaît bien. Et quand les sondeurs leur demandent qui ils verraient comme meilleur Premier ministre, ils mettent Attal en tête. Donc ils l'ont déjà. Ça prouve cette espèce d'attente un peu désabusée. Et je crois, pour répondre à la question finale de Jean Lémarie, je crois que on verra mieux le nouveau rôle du président de la République, ce rôle un peu arbitre, tout en de temps en temps mettant un petit coup dans la mêlée. On le verra mieux quand il aura choisi son Premier ministre. Le type de cohabitation, parce qu'il va désigner quelqu'un qui n'appartient pas au camp présidentiel, qui donc a une sympathie active pour l'une des fractions ou toute l'opposition de droite. Et il va bien falloir gérer ça, gérer cette cohabitation-là, et petit à petit, ça va s'éclaircir. On va peut-être retourner un peu aux sources de la Ve République. C'est-à-dire, C'est-à-dire que la Ve a été conçue comme une constitution où il y a tout et son contraire. Parce qu'on a accolé la volonté du général de Gaulle de faire un système où tout remonte au président, et on a copié le discours de Bayeux qu'il avait fait en juin 1946. Les phrases sont exactement extraites de son discours, c'est étonnant. Et en même temps, Michel Debré et ses amis, qui voulaient un régime strictement parlementaire, ont rajouté là-dessus tous ces chapitres qui disent que c'est le Premier ministre, en fait, qui dirige l'État, l'autre, le président, étant au-dessus de la mêlée comme arbitre. On ne peut pas appliquer en même temps tous ces articles de la Constitution. Et c'est pour ça qu'elle dure, cette Constitution. Il suffit de la tirer dans un sens ou dans l'autre. Et là, on la tirera à nouveau dans le sens de la cohabitation. mais alors, bon, peut-être que c'est une manière aussi de psychologiser la politique, mais on a tendance à dire qu'Emmanuel Macron s'étant mêlé de tout et ayant dépassé le rôle traditionnel du président arbitre, il va avoir du mal à cohabiter.
Oui, oui, c'est ce qu'on a dit pour les cohabitations précédentes. Et finalement, on a trouvé des moyens de faire. Ce qui est très étrange, c'est que ça peut ne pas être du tout les mêmes moyens. François Mitterrand a imposé à Jacques Chirac des choses qui étaient loin d'être inscrites dans la Constitution. Par exemple? Il lui a dit je nomme les ministres, c'est mon pouvoir, je peux donc ne pas les nommer. Donc ce que vous me proposez comme ministre de la Défense, c'est non. C'était Léotard. C'était non, c'était quelqu'un d'autre encore, mais peu importe. Ils se sont accrochés plusieurs Oh, fois. peu n'importe pas, mais Non, ça importe pour l'intéresser. Paix à lui. Deux, il lui a dit les affaires nationales, les affaires internationales et la défense, c'est moi, c'est le domaine réservé. Chirac, on est convenu, assez bizarrement. Et trois, c'est encore plus incroyable, pour la nomination aux emplois civils et militaires de l'État, comme dit la Constitution, c'est deux pour vous, un pour moi. Voilà, tout à coup, on règle dans la pratique, d'homme à homme, je dirais, des choses qui ne sont pas dites dans la Constitution. Donc il y aura aussi sûrement ce type de dialogue un peu surréaliste entre le président Macron et celui ou celle qu'il aura choisi comme Premier ministre. Jean Lébarry. Je vous entends, Roland Quérol, et vous semblez extrêmement placide face à cette situation de crise. Alors, on prononce le mot crise à peu près tous les matins. Je peux enlever à peu près. Tous les matins, on prononce le mot crise, crise politique. Je ne parle même pas de la rentrée qui doit toujours être chaude. Enfin, là, quand même, elle est chaude politiquement, Roland. Ah oui, elle est chaude. Elle est chaude surtout parce que c'est les acteurs politiques eux-mêmes qui se chargent de jouer la pièce de théâtre. On s'en a le sentiment qu'il n'y a pas de texte, de programme, quoi qui compte, que c'est les coups qu'on donne les uns aux autres. Mais sans arriver à convaincre que c'est très important. Regardez le Parlement. S'il voulait vraiment travailler, il pourrait travailler, il pourrait se réunir et il pourrait, par exemple, prendre les lois qui avaient été adoptées en partie avant la dissolution et qui sont parfois intéressantes. La loi sur la fin de vie, par exemple. Pourquoi il ne la terminerait pas? Il y a du travail à faire, mais on préfère s'écharper sur cette histoire qui nous échappe, comme dit l'autre. Donc feignons d'en être les organisateurs. Mais alors, vous décrivez, Roland Quérol, une France placide, ou en tout cas qui s'accommode fort bien. En tout cas, moins énervée et pas au bord de gouffre. Et c'est ça, mais les résultats des élections ont été interprétés, notamment ceux des européennes, avec un vote extrêmement important pour le Rassemblement national, comme le signe d'une colère très grande, mais peut-être n'est-ce pas votre analyse? Non, mais il y a sûrement une colère très grande, une partie de l'électorat qui se sent mise de côté, humiliée, pas concernée par la politique. Ces gens qui disent oui, à Paris, tous ces types disent des trucs qui n'ont aucun rapport avec la vraie vie. Nous, on est des moins que rien. C'est un peu le discours que serait un discours d'immigrés de l'intérieur. Ils souffrent le même type d'humiliation ressentie que les immigrés qui viennent d'ailleurs. Et donc c'est vrai qu'on a une part de non prise en compte de la société française par sa société politique. Ça n'a pas arrêté de monter. Mais ça, c'est quelque chose de nouveau? Non, ça fait plus de 30 ans que ça dure, mais que ça semble inexorable. Seulement 30 ans? 30, 40, 50... Je veux dire, pour vous, au début de la Ve République, par exemple, ce sentiment, cette cassure était moins accusée? Oui, elle était moins accusée parce qu'on était à peine sorti d'une 4e République et des fameuses 30 Glorieuses qui avaient quand même fait de véritables efforts d'intégration, de respect, de loi sociale, de sécurité sociale. Bref, on avait quand même apporté beaucoup de choses à la vie concrète des Français. Et donc 58, on est encore dans cet état d'esprit. C'est les années 70 qui vont commencer à créer ce type de clivage et que ça va être très entretenu par Jean-Marie Le Pen pour le Front National et de façon décisive 20 ans plus tard par sa fille Marine Le Pen qui, elle, va faire un décrochage électoral qui n'aura plus de limite. Mais voilà, en même temps que nous avons cette montée très forte qui amène à un tiers des électeurs, nous sommes recordman d'Europe de la présence de l'extrême droite.
En même temps, la majorité des Français, jusqu'ici, ne veut pas du Rassemblement national au pouvoir. Et chaque fois qu'on essaye de faire jouer le Front républicain contre le RN, que ce soit au niveau local ou au niveau national, ça marche. Donc il ne faut pas voir les choses comme inéluctables. Il y a un débat politique dans cette société. Il y a des craintes, il y a des peurs, il y a des angoisses. Il y a aussi une réflexion politique adulte d'une société qui a une histoire politique. Jean Desmaris. Est-ce qu'on n'est pas tout de même, et j'insiste là-dessus, au bout de quelque chose, vous insistez sur la plasticité de la Constitution de la Cinquième, la manière dont elle est traitée par les uns et par les autres, et en même temps, vous rappelez cette inquiétude démocratique là, qui a augmenté ces dernières années et qu'on évoque aussi ce matin. Est-ce qu'on n'est pas arrivé là tout de même à un point de tension extrême qui illustre cette rentrée ? Oui, je le crois. Je crois qu'on ne pourra pas durer avec des institutions qui sont tout de même des institutions qui favorisent plutôt les comportements jupitériens que les comportements associatifs et la consensualité. Il est clair que le citoyen en veut plus, pour faire bref. Le citoyen, il veut être mieux informé, mieux intégré, plus ayant plus accès aux phénomènes qui conduisent les décisions le concernant. Donc tout ce qui va dans le sens d'une démocratie plus active, plus participative, où on consulte les gens, où on les met dans le coup, je suis persuadé que ça a un grand avenir. Je ne dis pas qu'il faut balancer la démocratie représentative, mais il faut sérieusement la concurrencer avec toutes ces choses qui vont du référendum à la convention citoyenne, en passant par la participation aux conseils municipaux pour les jeunes. Enfin, tout ça répondrait au bouillonnement d'une société qui se sent mise à l'écart par des institutions abstraites et venant décidément toujours de l'État jacobin, napoléonien, parisien. L'autre exemple, justement, de cette crise, en tout cas l'autre exemple qui est donné, Roland Quérol, de cette crise politique que traverse ou que traverserait, si vous n'êtes pas d'accord, la France, c'est les difficultés de gouverner au centre, cette manière, dit-on, de radicaliser les positions des uns et des autres. Il y a même des chercheurs, Pierre Cernat, on l'a reçu, qui parlent d'extrême centre. Bref, pourquoi la France a tant de difficultés à être gouvernée au centre ou à trouver un centre? C'est vrai que c'est une question. Quand on tend aux Français, ou à un échantillon représentatif de Français, une règle graduée qui va par exemple de 0 à 10, et qui symbolise l'axe extrême-gauche, extrême-droite, 90% des Français, quelle que soit donc leur catégorie, leur genre, etc., 90% des Français immédiatement pointent l'endroit où ils se trouvent, eux, sur cette règle. Donc, la gauche, la droite et tout ce qui va avec, les extrêmes, le centre, ça existe pour les Français. En même temps, si on leur demande si cette même règle, elle permet de comprendre ce qui se passe dans la vie politique, la majorité absolue des Français, depuis 15 ans, répondent non. Comme si ce n'était pas eux qui avaient changé, mais comme si c'était les règles que se jouent entre eux les politiques qui étaient devenues incompréhensibles. Et donc, le centre, il doit s'opposer à ça. Il doit, d'une part, s'il existe au départ, c'est parce qu'il y a une gauche et il y a une droite, et contre l'une et l'autre, il y a un centre. Mais en même temps, la loi qui a été celle de beaucoup de nos pays, ça a été que, comme il faut gagner des élections législatives ou présidentielles, l'élection se fait toujours au centre. On va chercher les voix modérées de chacun de son camp. Et donc, on arrive à faire des centres qui ne sont plus des centres, mais qui sont des marais et qui ont beaucoup de mal à avoir une existence politique où on fait des choix. On est un choix par raccro, parce que ni la gauche ni la droite ne séduisent plus assez, et donc on fait grandir un peu cet axe central, mais sans le nourrir beaucoup. Dans l'un des livres que vous avez écrit, Roland Quérol, Le président sur la corde raide, une analyse approfondie du mandat d'Emmanuel Macron, en particulier durant ses premières années, vous évoquiez tout d'abord son souhait d'avoir voulu restaurer l'autorité présidentielle, et puis vous évoquiez aussi son style qui était trop technocratique. Qu'est-ce qui a fait que ce président vous a, semble-t-il, sauf si je me suis trompé dans ma lecture, déçu alors qu'il était porteur d'un certain nombre de promesses?
Écoutez, je crois qu'en effet, il a dit des choses suffisamment différentes autour de sa première campagne en 2016-2017 qu'il n'a pu que décevoir sans doute les uns et les autres progressivement. Moi, j'avais vu sa campagne comme une véritable nouveauté, véritable coup de génie, parce qu'il ne disait plus, comme tous ceux qui voulaient faire du centrisme, ni gauche ni droite, mais il disait et gauche et droite, ce qui correspondait, pour quelqu'un qui est un spécialiste de l'opinion, à une demande très forte de l'opinion. Qu'ils arrêtent de se battre entre eux, de se traiter comme des chiffonniers, de défaire chacun ce qu'a fait l'autre quand il était au pouvoir, que tous les gens raisonnables se mettent d'accord pour gouverner. Il y en a à gauche et à droite. Donc, et gauche et droite, plutôt que ni gauche ni droite. Et puis en même temps, je voyais quelqu'un qui voulait moderniser la politique et notamment moderniser la gauche d'où il venait. Moi, je pensais qu'il y avait du rocard chez cet homme-là, qu'il allait en effet essayer de faire mieux comprendre une économie, mais une économie avec plus de justice sociale. Et j'ai constaté petit à petit que les mesures qui étaient prises, les mesures économiques notamment, eh ben, elles faisaient que... Alors, est-ce que c'est un choix de sa part? Est-ce que c'est une dérive qu'il a vécue à cause des sorts électoraux? Mais il est devenu un représentant d'une droite sans doute plus moderne, mais qui n'avait plus rien du rocardisme. Jean Lémarie. Et aujourd'hui, dans la configuration compliquée qu'on décrit ce matin, ce que cherche Emmanuel Macron, encore et toujours, c'est une alliance avec la droite. Oui, Il a vu encore Nicolas Sarkozy il y a quelques jours qui pousse dans cette direction depuis des mois. On en est là. Absolument. Et je crois que là, il n'a en plus pas le choix. Il est clair qu'avec le Parlement qu'il a là, la seule solution, s'il y en a une, la seule solution, ça passerait par une espèce d'accord de droite qui, sans doute, ne pourrait tenir vraiment qu'avec le retrait d'observateurs du Rassemblement national. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi autre chose que nous avons vécu, que vous avez analysé, Roland Quérol, la malédiction du second mandat? Oui, je crois que c'est un vrai problème. Non pas parce que c'est un second mandat, mais parce que c'est forcément... C'est pas un deuxième, c'est un second mandat. On sait qu'il n'y en aura pas d'autre. Et ça, je crois que tout le monde qui a vécu ça dans le monde, parce que cette situation existe dans pas mal de pays, savoir qu'on ne peut pas se représenter, c'est quelque chose qui borde forcément votre action. Il peut toujours causer, après il s'en va. Ça, c'est un réflexe très fort qu'ont les gens. On perd de son autorité, on perd de son charisme, on perd apparemment de son pouvoir, parce qu'on sait qu'on a un pouvoir qui est historiquement borné. Ça ne durera qu'un mandat de plus. Il n'y a qu'à attendre, et ça sera à quelqu'un d'autre. Mais vous diriez ça également parce que la situation était différente pour Jacques Chirac et François Mitterrand, dont je crois que les deuxièmes mandats ont été des mandats, en tout cas, c'est mon souvenir, difficiles, disons. Oui, mais je vous rappelle qu'ils ont eu des mandats difficiles, pas beaucoup plus d'ailleurs que leur premier mandat, mais qu'ils avaient le droit d'en faire un troisième. Et que... ils avaient le droit, d'ailleurs, François Mitterrand en agitait, la possibilité, disons, pour employer un terme neutre. La possibilité, et pendant longtemps, Chirac ou les amis de Chirac faisaient pareil. Donc c'est ça, c'est le climat dont je parle. C'est pas le fait que le deuxième mandat est forcément plus détestable et maudit, c'est que dans tous les cas, avant, il y avait cette possibilité de dire qu'on était le même et qu'on pouvait recommencer. C'est ça qui n'existe plus. Jean Lémarie. Je voyais les dépêches qui tombent les unes après les autres puisque la situation évolue. On parle du monde politique, de la manière dont il fonctionne, du rôle d'Emmanuel Macron. Et puis il y a ce que la gauche tente du côté de la rue, en annonçant que la rue, là, va changer la donne politique de cette rentrée. Et clairement, les responsables de politique de gauche en appellent à leurs électeurs sur le thème, puisque nous ne sommes pas entendus, puisque vous n'êtes pas entendus, puisque le pouvoir au plus haut ne vous écoute pas, manifestez-vous. Est-ce que ça marche, ça, Roland Quérol ? C'est assez amusant de se dire qu'on va avoir des manifestations populaires pour sauver la possible nomination d'une haute fonctionnaire inconnue
aux fonctions de Premier ministre. On a Bien connu de France Culture, puisque nous l'avons reçue à plusieurs reprises avant qu'elle soit candidate pour Matignon. Je ne dirais pas que ça ne me paraît pas suffisant pour déclencher des mouvements de foule. Ah, je vous en remercie. Non, c'est clair que les seuls qui peuvent organiser des sorties dans la rue, ce sont les grandes organisations de gauche, politiques et syndicales. Et là, certains syndicats, dont la CGT, se sentent suffisamment concernés par ce qui se passe en politique pour participer éventuellement à des mobilisations, ce qui ne serait pas inutile pour les partis de gauche, parce que eux n'ont pas d'énormes moyens de mobilisation. Mais enfin, est-ce que vous croyez réellement que c'est tellement chaud, cette tarte qu'on veut enfourner dans le four, c'est tellement chaud qu'il faut absolument s'en occuper en demandant aux gens d'agir personnellement en sortant? Je crois que ça aura un succès d'estime. J'ai pas peine à croire, en voyant l'état de l'opinion aujourd'hui. Je me trompe peut-être et ça évoluera peut-être, mais je ne pense guère que ce soit ce genre de mouvement quand même forcément limité qui puisse changer la donne. Mais ce que l'on voit, en tout cas, Roland Quérol, c'est qu'il y a une forme d'agacement, de refus, d'exaspération vis-à-vis d'Emmanuel Macron pour des raisons composites, puisque les raisons sont très différentes d'un camp à l'autre. Les électeurs du RN ont leurs raisons, les électeurs de la gauche ont leurs raisons, les électeurs d'Emmanuel Macron aussi ont leurs raisons d'agacement. Oui, c'est devenu un homme vraiment détesté par une partie majoritaire de l'opinion. Alors, avant lui, Sarkozy avait été détesté, Hollande avait été détesté, et lui, il est encore plus que les deux autres. Ça, ce qui a d'ailleurs augure mal de ce que le prochain devra subir. Comme s'il y avait une loi, le président, on l'aime bien, on lui fait une fête pendant quelques mois, et puis finalement ça se retourne contre lui. Comme toujours, les promesses se retournent contre ceux qui les font, qui ne peuvent pas toujours les tenir. Donc oui, il y a une détestation personnelle, et je crois que c'est ça, la détestation personnelle, qui ajoute au climat.